Café Inclusivité, le podcast de l'Association des ailes déployées, dédié à l'inclusion et à la diversité dans le monde du travail. Que vous soyez un employeur, un professionnel, cherchant à améliorer vos pratiques inclusives, désireux d'en savoir plus dans la diversité ou une personne en situation de handicap, Café Inclusivité est le podcast qu'il vous faut. Je suis Charlotte Rank, job coach. Ensemble, faisons de l'inclusion une réalité quotidienne. 9e épisode, les droits et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette nouvelle édition du Café Inclusivité, édition qui portera aujourd'hui sur les droits et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Lawari Merabti de l'AGFIP, Christian Pansard du groupe Accor, Madame Anissa Abdoul du Cap Emploi 75, service public de l'emploi, et Brigitte Mvondo, salariée des ailes déployées, qui apportera aussi son témoignage. Merci d'être venus aussi nombreux. Du coup, moi, je me présente, Madame Anissa Abdoul. Je suis de Cap Emploi 75, Cap Emploi Paris. Je suis chargée de mission experte emploi et handicap. Cap Emploi 75 s'occupe de l'accompagnement vers l'emploi, donc pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, mais aussi dans l'emploi, c'est-à-dire dans le maintien d'emploi, donc pour les personnes qui sont en poste et qui souhaitent du coup être accompagnées suite, par exemple, à l'acquisition d'un handicap. Donc, on s'occupe également d'accompagner les entreprises dans le recrutement des personnes en situation de handicap. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Lawari Merabti, je suis le délégué régional de l'AGFIP Île-de-France. L'AGFIP, c'est le Fonds de développement pour l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous avons une offre de services qui est structurée en 3 niveaux. On a des services. Dans ces services, on retrouve l'accompagnement des entreprises quand ils souhaitent définir une politique handicap pour recruter des personnes, de voir comment sensibiliser les équipes managériales, comment travailler sur la démystification du handicap. Nous avons aussi un autre service qui concerne beaucoup plus l'accompagnement des référents handicap dans les entreprises. Si vous avez suivi un peu l'actualité, il y a une loi en 2018 qui oblige toute entreprise plus de 250 salariés de désigner un référent handicap, une personne dans l'entreprise qui s'occupe des salariés handicapés, mais aussi de structurer avec son directeur des ressources humaines ou directeur diversité en fonction de la taille de l'entreprise, la question du handicap, l'insertion, l'intégration et le maintien dans l'emploi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Christian Pansard, je suis directeur de la mission handicap du groupe Accor. Alors, le groupe Accor, c'est un groupe hôtelier qui a donc 5700 hôtels, présents dans 110 pays, 48 marques d'hôtels différentes et qui emploient 300 000 personnes dans le monde. Voilà, moi j'interviens sur le handicap avec Célestino qui est avec moi aujourd'hui, qui travaille avec moi, sur 2 aspects. L'aspect emploi avec tous les domaines qu'a cités, qui ont été cités avant. Voilà, donc l'emploi, c'est de la sensibilisation, beaucoup des collaborateurs pour changer le regard sur le handicap et lever toutes les idées reçues. Une fois que ces actions peuvent être faites, on passe à l'emploi, le recrutement des personnes en situation de handicap, et on a plein de dispositifs par rapport à ça. On passe ensuite au domaine du maintien dans l'emploi, c'est-à-dire les aménagements des postes de travail. Et là, on travaille main dans la main avec l'AGFIP, puisqu'on a une convention de service avec l'AGFIP qui permet donc d'être conseillé et de financer aussi les aménagements des postes de travail pour les collaborateurs. Bonjour à toutes et à tous, Madina Gendoussi, donc chargée d'études et développement au sein de l'AGFIP, donc même structure que Lawari Merabti. Donc moi, dans mes missions, j'accompagne les entreprises. Donc on va voir les entreprises, les sensibiliser au sujet du handicap, leur dire qu'ils ne sont pas seuls sur le sujet. Il y a des structures, il y a des acteurs multiples pour les aider, les accompagner, leur montrer quels sont les outils. L'importance de s'occuper du sujet du handicap au-delà donc de l'obligation légale. Vous savez qu'il y a une obligation qui impose l'emploi de 6% d'effectifs global des personnes en situation de handicap. Donc on leur dit que ça c'est bien, mais il faut aussi l'intégrer comme un sujet à part entière, comme tout autre sujet.
Bonjour à tous et à toutes. Donc je m'appelle Brigitte Vando. Donc je suis assistante ressources humaines à l'ESAT Bastille. Et donc actuellement on a 163 personnes qui font partie en tant qu'usagers dans l'ESAT. Et principalement une de mes missions est de suivre le recrutement pour que des personnes en situation de handicap psychique et mental, plus précisément vu que c'est le thème donc de l'association des ailes déployées, de venir soit en stage pour découvrir plusieurs métiers, car on a plusieurs ateliers, dont là vous pouvez voir au niveau par exemple de la restauration, tout ce qui est cuisine, service en salle ou encore maintenant c'est hygiène des locaux. Et donc de trouver des personnes qui souhaitent faire des stages ou être admis donc au sein de l'établissement. Bien évidemment aussi les accompagner si ils le souhaitent, car c'est un choix de retourner au milieu ordinaire, mais avant tout d'être bien accompagné dans le milieu protégé. Merci beaucoup. On a dans le public des personnes accompagnées par différentes unités des aides déployées, notamment du service d'emploi accompagné. Je vois des personnes dans le public qui travaillent et qui ont bénéficié d'aménagements. Est-ce que vous pourriez en témoigner ? Bonjour, je m'appelle Valérie Terrasson. Effectivement, je suis accompagnée par plus d'une année par Charlotte Rank. Donc dans le cadre de mon maintien à l'emploi, je travaille dans un musée, le musée Carnavalet, proche d'ici. C'est un petit peu une reconversion professionnelle personnelle, non accompagnée par la médecine du travail ou quoi que ce soit, mais j'avais besoin de trouver un emploi avec moins de responsabilités, très cadré. Et j'ai vraiment peiné dans mes démarches, je ne savais pas du tout comment me présenter, donc j'en ai pas du tout parlé de mon handicap, mais vraiment maintenant je ne pourrais pas me maintenir dans cet emploi sans les ailes déployées. Je le ressens encore plus actuellement, alors que ça fait pourtant 2 ans que je suis dans ce musée, que je suis de plus en plus à l'aise avec mes collègues et dans mon poste. Mais dès qu'il y a une petite chose qui ne va pas, en ce moment je suis très fatiguée. Et sans les ailes déployées, ça dévierait très vite. Voilà. Donc pour moi, cet accompagnement est nécessaire et m'autorise à demander ces aménagements. Sans les ailes déployées, je n'aurais jamais osé revendiquer quoi que ce soit, me sentir, autorisée à le faire. Donc j'ai des petits aménagements organisationnels qui paraissent peu de choses, mais qui pour moi sont essentiels. On a un poste accueil Vigipirate, qui pour moi est très difficile, car on est en statique et beaucoup de mouvements des bras. Et j'ai fait de la paralysie des bras. Donc je le fais moins que mes autres collègues. Je m'adresse aux intervenants. Quels sont les préjugés les plus fréquents sur les aménagements de poste et comment les déconstruire ? Est-ce que vous avez des situations concrètes sur ces points-là ? Ou aussi comment mieux informer les personnes qui ont une reconnaissance handicap sur leurs droits en matière d'aménagement et de suivi médical ? Les idées reçues par rapport aux aménagements de poste, c'est-à-dire de penser que par rapport à une personne en situation de handicap, il y a systématiquement des aménagements de poste. Ça n'est pas le cas, je crois, dans 80% des situations, il n'y a pas d'aménagement nécessaire de poste. Je vais revenir aussi sur l'aspect handicap invisible aussi. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en tenir compte, en parler. Des fois, c'est des aménagements organisationnels comme l'évoquait Madame, etc. Donc, voilà. Mais l'idée reçue pour les entreprises, c'est surtout qu'il va y avoir des aménagements de poste et ça va engendrer un coût important. Donc, c'est ce qui vient en tête alors que c'est dans une très faible situation que ça se présente. Et si ça se présente, il y a des dispositifs par rapport à ça et des financements possibles. Et tout ça, je veux dire, il faut aussi en parler aux entreprises de toutes ces possibilités pour passer cette barrière en quelque sorte de cette idée reçue de penser que recrutement d'une personne en handicap égale aménagement de poste de travail systématique. Non, mais pour compléter ce qu'a vient de dire Christian, je pense qu'il y a aussi ce travail de proximité et vis-à-vis de la sensibilisation du collectif de travail. C'est un aménagement. Le fait d'expliquer la question du handicap, plus particulièrement peut-être le handicap invisible,
c'est aussi permettre au manager de proximité, le responsable de la personne, quand il voit peut-être un de ses collaborateurs qui est peut-être fatigué ou qui revient l'après-midi après le repas est fatigué, il faudra peut-être aussi penser peut-être qu'il y a un petit souci dans ce cadre-là, comment organiser l'aménagement du temps de travail. C'est pas forcément de l'aménagement matériel, c'est pas forcément de l'aménagement financier qu'il y a besoin, et ce que vient de dire Christian, mais c'est plutôt sensibiliser et donner de la visibilité sur la question du handicap, au-delà de la pathologie. On ne parle pas de pathologie, on parle de le handicap, la personne. Qu'est-ce qu'on peut mettre autour d'elle? Et c'est pour ça qu'on maintenant on ne dit pas aménagement de poste, on essaie de changer dans le vocabulaire, on parle de situation de travail. Concrètement, qu'est-ce qu'un aménagement raisonnable et un aménagement non raisonnable? C'est une grande question, même avec les partenaires sociaux, les organisations syndicales, on est amené, ils me posaient la même question, hein, qu'est-ce que c'est? Ça peut être à l'entreprise de juger, mais raisonnable, c'est par rapport, je pense, à la taille de l'entreprise, aux résultats de l'entreprise, son chiffre d'affaires, etc., que l'aménagement soit en rapport avec cela. Hein, c'est-à-dire que si c'est un investissement qui est beaucoup trop important au rapport des capacités qu'a l'entreprise, on va dire que c'est pas raisonnable. Mais ce genre de situation, après, pour avoir la décision en fait définitive, c'est des fois le juge qui peut trancher si la personne, parce que je disais tout à l'heure c'est un droit, donc l'aménagement du poste de travail, mais ils se disent voilà, moi j'ai demandé un aménagement et puis il n'a pas été accordé, et que l'entreprise disait non, c'était pas raisonnable parce que je devais tout casser, les escaliers, tout les refaire, etc., mettre un ascenseur, et c'était pas possible. Compte tenu, voilà, c'est le juge qui va décider. Oui, effectivement, là, ça aurait pas été raisonnable parce que ça aurait pu remettre en cause la continuité aussi de l'entreprise. Je reviens sur les référents handicap au sein des entreprises. Est-ce qu'ils peuvent, dans leur prise de fonction, parce que souvent quand même c'est en plus de leur mission, avoir une formation par la MDPH ou par la GFIP? Je ne sais pas qui peut faire ce type d'accompagnement. Nous, la GFIP, on a aussi développé ce qu'on appelle une plateforme de professionnalisation des acteurs. Cette plateforme s'appelle APRO. Vous pouvez créer un compte et vous retrouvez des modules de formation en ligne et que n'importe quelle personne peut les suivre. C'est-à-dire, c'est pas... Et dans ce cadre-là, vous avez qu'est-ce que c'est l'écosystème, c'est quoi une MDPH, c'est quoi le Cap Emploi, c'est quoi le médecin du travail, ça peut être aussi sur des définitions, des types de handicap, c'est quoi un handicap psychique, c'est quoi un handicap mental, c'est quoi un trouble cognitif, c'est quoi la problématique de l'autisme. Donc on a, nous, dans notre plateforme, plein de modules de formation qui sont en direction des personnes en situation de handicap, salariés ou demandeurs d'emploi, ou en direction des entreprises, ou même voire aux référents handicap dans les entreprises. Ils peuvent accéder à cette plateforme-là. Mais aussi dans cette plateforme, vous trouvez aussi ce qu'on appelle les webinaires, les réunions qui sont organisées par l'ensemble des acteurs, Cap Emploi, France Travail, la GFIP, avec certains employeurs, où on va parler d'un sujet, d'une thématique et d'un dispositif, et à partir de là, on accède. Donc il y a un programme général sur ce qu'on appelle la professionnalisation des acteurs, et on inclut dans cette profession des acteurs aussi les salariés dans une entreprise qui ont une mission de référent handicap. Du coup, nous, à Cap Emploi, on est divisé en plusieurs secteurs de métiers. Donc, il y a le secteur immobilier, la vente, la restauration, l'hôtellerie. Et donc, chaque chargé de mission est sur un secteur. Et on a on est en relation avec les employeurs de ces secteurs-là. Et on peut, du coup, en tant que Cap Emploi, faire des sensibilisations avec ces entreprises-là, les rencontrer, parler du handicap. Donc ça peut se faire aussi du côté de Cap Emploi. Bonjour, je suis Isabelle. Je suis en emploi actuellement. Je suis en temps partiel. Est-ce que c'est vraiment une question, on va dire, axée référent handicap? Est-ce que le référent handicap a forcément communication des préconisations de la médecine du travail pour un salarié en RQTH? Alors, bien sûr, quand la médecine du travail fait une préconisation, elle est transmise à l'employeur, à son interlocuteur dans l'entreprise. C'est parfois les personnes des ressources humaines qui reçoivent la préconisation et qui les met en œuvre.
et le référent handicap. Des fois, ça peut être la même personne, mais des fois, c'est une autre personne. Dans le cadre du fonctionnement de l'entreprise, va pouvoir être informé, bien sûr, des préconisations du médecin du travail. Et non seulement ça, mais des fois, on organise des réunions pluridisciplinaires pour mettre en œuvre ces préconisations. Il peut y avoir la médecine du travail, il peut y avoir le manager, il peut y avoir le référent handicap, les ressources humaines, etc., pour être tous ensemble, pour dire, il y a cette préconisation, comment on la met en œuvre, comment on participe tous ensemble à cela. Hein. Oui, donc on est vraiment sur un document qui est connu et sur lequel on communique au sein de l'entreprise facilement. Alors, des fois, il peut y avoir des aspects confidentiels aussi sur certains aspects de maladie. Ça dépend des préconisations. Hein, mais bien sûr, on respecte la confidentialité qui peut exister. Des fois, la personne, même par rapport à sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, souhaite en informer l'entreprise, mais pas forcément à ce moment-là le manager ou son organisation, parce qu'ils ne sont pas prêts, parce qu'elle n'est pas prête, etc. Et puis c'est à nous après de mettre les choses en place pour qu'elle se sentent l'utilité de le faire et qu'on ait pu former aussi les managers et l'équipe aussi au handicap et les sensibiliser. Pour compléter ce qu'a dit Christian, c'est aussi, n'oublions pas que, je reviens toujours à la loi de 2018, qui a défini cette fonction de référent handicap, qui est soumis à la confidentialité, qui est soumis à un certain nombre d'éléments. Il y a même une loi qui est sortie en 2021 qui s'appelle la prévention de la désinsertion professionnelle. Et le référent handicap, lui aussi, il a un lien, ce qu'on appelle la fiche de liaison entre le médecin du travail et l'entreprise. Et le référent handicap peut jouer ce rôle-là de liaison entre le médecin du travail et l'entreprise. Deuxième chose, le référent handicap, il a accès à certains éléments très confidentiels qui peut ne pas les communiquer au manager de proximité. C'est pour ça que quand je dis, on parle de la situation du handicap, on ne parle pas de la pathologie de la personne. Oui. C'est vraiment une question technique, mais je vais être en renouvellement vis-à-vis de la MDPH. Vous me conseillez combien de temps en fait d'avance pour reconstituer son dossier ? Au minimum 6 mois. D'accord. Au dépôt de la demande ou renouvellement de votre titre, il faut savoir que lorsque vous demandez soit la première fois votre RQTH ou autre titre de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, ou vous demandez le renouvellement, ça ne vous empêche pas par la suite de faire les démarches de soit recherche d'emploi ou bénéficier des adaptations de poste de travail. Donc le fait d'avoir déposé le dossier, avoir l'accusé réception ou le mail qui prouve donc la démarche, ça vous donne le droit déjà d'engager certaines démarches au niveau soit emploi ou si vous êtes déjà en entreprise, demander aussi les adaptations nécessaires. Donc voilà, ça n'a pas d'impact en tout cas sur le milieu de travail. En fait, mon cas est encore un peu spécial. Excusez-moi, je reviens sur ma question parce que j'ai eu la RQTH pendant 5 années. Après, je n'ai pas pu la renouveler pendant plusieurs années parce que ma maladie ne m'a pas permis de m'en occuper. Et grâce aux ailes déployées qui m'ont aidé à refaire le dossier, mais le délai était déjà plus du tout d'actualité depuis plusieurs années. Alors, est-ce que pour vous, c'est un renouvellement ou c'est un nouveau dossier ? Il y a des situations, ce qu'on appelle la procédure diligente et rapide. C'est beaucoup plus dans des situations de maintien dans l'emploi, où il y a le médecin du travail qui déclare la personne, il y a un risque d'inaptitude au poste. Et dans ce cadre-là, l'employeur et là le référent, il voit avec la MDPH, il y a une procédure spécifique, mais qui touche beaucoup plus ce type de situations qui sont rapides. Maintenant, par rapport à nous, à GFIP, parce que souvent, il y a beaucoup d'employeurs qui peuvent nous faire des demandes d'aide à l'aménagement des situations de travail ou à la personne. Nous, il suffit que vous nous présentez ce que vient de dire Madina. Il suffit que vous nous présentez comme quoi vous avez déposé une demande, l'accusé de réception. On ne demande pas la RQTH. On la demandera dans un second temps. Mais il suffit qu'il y ait une demande qui est déposée à l'MDPH, c'est-à-dire la preuve que l'MDPH a bien accusé réception de votre demande. Vous êtes éligible à l'offre d'intervention de la GFIP. Je pense qu'un message essentiel, c'est déjà de croire en votre potentiel parce que vous avez des compétences, on a tous des compétences et il ne faut pas avoir peur de les mettre en valeur. Ce n'est pas parce que vous avez un handicap que vous avez moins de compétences. Donc il faut vraiment savoir les mettre en valeur, avoir confiance. Après, c'est facile à dire, mais avoir confiance en vous
Ne pas avoir peur de montrer ce que vous savez faire et ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Je pense que c'est très important. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, de pas avoir peur de se rapprocher des structures aussi qui peuvent vous aider et de savoir aussi les aménagements dont vous avez besoin, parce que c'est rassurant pour les employeurs quand vous savez quand vous connaissez vos aménagements, vos situations de travail, c'est rassurant pour eux. Et aussi de savoir, par exemple, que la GFIP peut financer ces aménagements-là. C'est des informations que si vous savez, vous transmettez à l'employeur, c'est un plus pour vous. Donc, bien s'informer sur tout ce qui est handicap et avoir confiance en vous. Et voilà, ce sera mes conseils, du coup, à partager. Merci. Je peux compléter. Je pense qu'il faudra... l'employeur, il cherche une compétence. Il n'est pas en train de recruter une personne handicapée pour recruter une personne handicapée. C'est là où votre potentiel, votre savoir-faire, vous mettez en avant tout ce que vous pouvez mettre à disposition de l'entreprise par rapport à vos motivations et à vos compétences. Après, si vous savez quelles sont, et ma collègue à ma droite, elle a bien précisé, qu'il y a besoin d'apporter de la compensation pour un aménagement d'une aide technique ou une aide humaine, il faut le dire, il ne faut pas hésiter. Souvent, les employeurs, dans les recrutements, ils sont aussi préparés, parce que maintenant, il y a une opération, on n'a pas le temps de vous la décrire qu'avec France Travail, Cap Emploi, Mission Locale, ce qu'on appelle le handimatch, c'est-à-dire il y a des employeurs qui définissent qu'ils veulent recruter des personnes en situation de handicap, avec un certain nombre de critères. La personne en situation de handicap veut parler de son handicap lors de l'entretien, et à partir de là, l'employeur qui est en face de vous, il le sait que vous êtes en situation de handicap. Il ne sait pas ce que vous avez, mais il sait que vous êtes en situation de handicap. Mais moi, le conseil que je donne, mettez en avant votre savoir-faire, votre compétence. L'employeur, il cherche une compétence. Je vais être un peu vulgarisé. Il ne cherche pas à savoir le handicap. Moi, je ne vais pas recruter le handicapé pour faire bien que je recrute une personne en situation de handicap. Je recrute un salarié compétent qui peut occuper la fonction que je vais la mettre. À partir de là, si on apporte tous les aménagements nécessaires, le handicap disparaît. C'est la compétence qui reste en avant. Merci. Moi, le conseil, effectivement, c'est de ne pas hésiter de parler du handicap aussi lors de l'entretien, le faire apparaître sur son CV aussi. Des fois, on se pose cette question, s'il faut le faire ou pas. Si, parce qu'autrement, ça peut créer des situations d'ambiguïté, des difficultés après par la suite. Et puis, si l'entreprise ne vous recrutait pas par rapport à cette raison, c'est que c'était pas la bonne entreprise. Donc, il ne faut pas hésiter vraiment à en parler. Des personnes se posent souvent la question, mais si on a besoin, par exemple, des personnes se disent, je vais pas en parler, je vais prendre un poste à temps plein, mais le poste à temps plein ne convient pas, on le sait déjà. Donc, et ça, c'est la porte ouverte après à un autre arrêt de travail parce que le temps de travail ne correspondait pas. Donc, si on a besoin d'un temps partiel, il faut aussi l'exprimer. Si, des fois, on a besoin aussi d'être accompagné, même lors de l'entretien, il ne faut pas hésiter parce que il peut y avoir des difficultés pour certaines situations de handicap de se vendre en entretien. J'ai des exemples où la personne connaît par cœur tout ce qu'elle ne sait pas faire, mais elle ne va pas se mettre en avant. Et le fait de se faire accompagner par l'emploi accompagné, effectivement, le job coach qui va être là, va pouvoir, il vous connaît bien et il va pouvoir mettre en avant aussi toutes vos compétences ou préparer avec vous, si vous allez seul à l'entretien, cet entretien. Donc, je pense qu'il faut en parler et ne pas hésiter à le faire. Merci beaucoup. Ce que je voulais également mettre en avant, et comme l'ont dit les autres intervenants, c'est vraiment de mettre en avant vos compétences et de vous sentir aussi accompagné. Ici, par exemple, à l'ESAS, ils ont eu la chance d'être accompagnés par leur moniteur et d'aller, par exemple, en prestation, ce qui est possible de faire, de d'abord faire des stages, ensuite aller en prestation sur quelques mois et même d'être embauché. On a plusieurs usagers maintenant qui sont embauchés dans différentes structures, tout simplement, et c'est grâce à cet accompagnement également. Ne vous dites pas que vous êtes seul. C'est important aussi de parler. Donc
de vos capacités, mais aussi de vos difficultés que vous pouvez avoir sur l'emploi, parce que l'employeur en face de vous ne peut pas connaître par cœur ce que vous avez. Donc c'est important de le mettre également en avant. Et puis, comme j'ai dit, de vous sentir soutenu. Moi, c'est l'occasion pour moi ici de dire un grand merci à la MDPH. Parce que j'ai déposé un dossier une première fois, excusez-moi, je suis très émue de le dire. J'ai déposé une première fois en 2020, suite à des kinés qui ont découvert que j'avais pas déposé de dossier et un chirurgien. Pour eux, j'avais déjà une reconnaissance. Je dépose, mon médecin traitant refuse de remplir le certificat médical ou met un mot, simplement un mot d'opération. Je sais plus ce qu'il met. Le dossier, j'ai la réponse 6 mois plus tard qui me dit si dans un an, vous êtes encore dans la même situation, refaites une demande. Je ne refais pas de demande, j'attends 2022. Et là, c'est ma rhumatologue qui découvre que j'ai pas de RQTH. Elle me dit là, faut le faire. Et elle appelle le médecin traitant qui lui dit non, je ne remplirai pas de certificat médical, je refuse administratif. Et qui répond mot pour mot, elle n'aurait pas dû survivre à la première opération. Elle en a eu 5 très graves. Et maintenant, on est dans les effets secondaires, on s'en sortira jamais. La rhumatologue donc me dit je vais essayer de faire un courrier pour la MDPH. Elle me dit mettez le maximum. Et j'ai fait ce que vous avez dit, j'ai mis le maximum. Maintenant, il est très difficile pour moi de passer administratif et de rédiger aujourd'hui des dossiers, un problème de concentration, de synthèse. J'ai mis plus de 2 mois pour le faire et j'ai été épuisée. La réponse a mis 1 an et j'avais perdu un emploi et je venais juste de retrouver un au sein des musées. Mais vraiment, j'ai une personne, vous ou une collègue au téléphone qui m'a dit pourquoi vous n'avez coché que la RQTH. J'ai dit pour aller vite. Et elle m'a dit, la première fois, vous aviez coché emploi accompagné, on peut le mettre en place, etc. Et du coup, voilà, grâce à la MDPH, j'ai eu cette reconnaissance. Alors, je lui ai répondu à vous, à la personne au téléphone, mais vous savez, je viens de retrouver un emploi, je ne sais pas si j'ai droit à cette reconnaissance. Et là, vous ou la personne m'avait dit, mais si, vous l'avez. C'est plus le moment de vous poser la question. La commission vous le donne. Et c'est là la mise en place avec les aides déployées. Donc, bien longtemps après, j'étais encore dans les effets secondaires. Mais aujourd'hui, même si j'ai retrouvé un emploi et que je suis dans un endroit quand même sécurisé, on va dire, non pas adapté, mais sécurisé, malgré tout, c'est vraiment nécessaire et merci. Voilà. Et j'espère que ça encouragera les autres personnes, s'ils n'ont pas le certificat médical ou pas comme il faut, au moins à faire le dossier du mieux qu'ils peuvent. Merci. Merci beaucoup Valérie. Merci. Merci à tous. On s'achemine vers la fin. Merci pour ce partage d'expériences, de conseils, en termes aussi d'accompagnement, de soutien concernant ce sujet sur les droits et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Le prochain thème portera sur ce que j'appelle moi des vecteurs de rétablissement, santé, sport, santé, culture, au même titre que le travail. Merci à tous et on peut continuer à échanger autour d'un café et de petits gâteaux faits par les AT qu'on remercie d'avance. Merci beaucoup, merci à tous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et aussi à distribuer quelques étoiles au Café Inclusivité sur Apple Podcast et Spotify. Le prochain épisode portera sur santé, sport et culture, la formule du bien-être.